Je peux me définir comme une actrice de terrain pour le Sahara occidental, qui est une question coloniale non élucidée, dernière colonie d'Afrique. Je fais partie du bureau de l'association des Amis de la RASD, qui est l'association historique qui soutient le Polisario depuis 1975, et du CORELSO, Comité pour le respect des libertés au Sahara occidental occupé, qui a été créé en 2005, fin 2005, suite à la répression qui s'est abattue sur les résistants sahraouis pacifiques depuis le début de ce qu'ils ont appelé l'intifada de l'indépendance, donc en mai 2005, avec comme slogan « Labadil, Antakrir al-Masir », c'est-à-dire pas d'autre solution que l'autodétermination. J'ai essayé de repartir de ce que j'ai entendu depuis 2 jours, qui met des mots sur ce que je vis, d'autant plus que je suis l'épouse d'un leader indépendantiste, pacifique, juriste, qui a fait son mémoire de DEA sur Lamine Urso et qui est actuellement en prison pour 4 mois, condamné pour outrage à agent pour la 3e fois en 3 ans. Pour préciser qu'il a été arrêté et jugé et mis en prison au sud du Maroc et non sur le territoire occupé du Sahara occidental. Donc, quelques dates. La guerre entre le Polisario et le Maroc commence en novembre 1975, suite à l'agression du Maroc, qui a profité du vide juridique laissé par l'Espagne, la puissance coloniale du Rio de Oro, dit Sahara espagnol, depuis le partage du monde à la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle. À ce moment-là, en 1975, il y a eu ce qu'on peut appeler un génocide, puisqu'il y a eu 20 000 morts sur 75 000 Sahraouis recensés par la puissance coloniale elle-même, et soutenus. Évidemment, il n'y aurait pas eu autant de morts s'il n'y avait pas eu les avions de Giscard d'Estaing qui ont bombardé au napalm ces populations civiles qui fuyaient dans le désert et qui ont été récupérées par le Polisario, à qui l'Algérie a dévolu un territoire sur lequel s'est créée la République arabe sahraoui démocratique en février 1976, qui est reconnue par 83 pays. Les autres pays, et en particulier les puissances, ne reconnaissant que le Polisario comme représentant du peuple sahraoui, puisqu'il a été reconnu comme tel en 1975 par l'ONU. Bon, il s'agit évidemment de ce qui s'est fait derrière la célèbre marche verte, coup d'éclat génial de Hassan II, qui a lancé 350 000 Marocains sur les routes pour cacher le reste. C'est d'ailleurs ce recensement de 74 000 Sahraouis qui sert de base à l'ONU qui a servi de base pour l'ONU pour établir le corps électoral qui a été mis sur pied suite au cessez-le-feu de 1971. Ce cessez-le-feu qui a été signé entre l'armée de libération nationale sahraoui qui tenait le terrain face à une armée non entraînée pour ces terres désertiques et face à des guerriers, les grands nomades Rigibat et leurs tribus alliées. Donc de 1900, et pourquoi les Sahraouis ont accepté de signer ce cessez-le-feu, que beaucoup des anciens de l'armée leur reprochent beaucoup actuellement, c'était une posture politique. Parce que aussi, de 1983 à 1991, le Maroc a construit avec l'aide des Israéliens un mur de 2500 km de long qui part de Ouarzazate environ jusqu'à la Mauritanie, qui sépare le Sahara utile, où sont les ressources minières et halieutiques exploitées depuis de manière illégale par le Maroc au profit des grands généraux et des grandes entreprises internationales, et qui donc empêchait aussi le Polisario vainqueur sur le terrain d'atteindre l'océan Atlantique, comme ils l'ont fait au moins une fois à la guerre de Tantan. Ce mur, d'autre part, évidemment, est miné par 3 millions de mines fabriquées par les gens du Nord, dont on n'a pas le plan, et qui tue et mutile chaque semaine les populations nomades. Tout le droit international concernant ce pays, qui est inscrit sur la liste des pays à décoloniser depuis 1963, est avec le peuple sahraoui. En 1991, la MINURSO, mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, a été créée pour surveiller le cessez-le-feu et organiser ce référendum d'autodétermination, comme toute
comme ça s'est fait partout en Afrique, et le dernier pays étant la Namibie en 90. C'est la dernière colonie non décolonisée d'Afrique selon le droit habituel qu'on donne l'indépendance au territoire dans les limites des frontières coloniales. Depuis 1975, le Front Polisario est reconnu par l'ONU comme le seul représentant légitime, donc le seul interlocuteur de la puissance coloniale de facto qui a remplacé l'Espagne comme puissance occupante. Cette occupation illégale n'est reconnue par aucun État et l'Espagne est juridiquement toujours puissance administrante, ce qu'elle ne fait pas puisque c'est le Maroc qui le fait. En 91, il y a eu un échange de prisonniers de guerre contre la libération des disparus forcés dans les bagnes secrets du roi, qui étaient là depuis 16 ans. Mon beau-père est l'un d'eux. Les derniers prisonniers de guerre marocains ont été libérés en 2004, comme signe de bonne volonté du Front Polisario sur la pression des États amis. Le roi, quant à lui, refusait de les reconnaître, car ne voulait pas reconnaître des prisonniers qui avaient trahi leur roi, disait-il. Et d'ailleurs, personne ne s'en occupe actuellement depuis leur retour. J'ai pu en rencontrer certains et même un pilote de ligne qui avait fait beaucoup de mal. Bref, mais bon, qui est d'ailleurs toujours pour le roi. Les plans Baker 1 et 2, pour lesquels le Polisario avait donné son accord, nous-mêmes, les gens, les militants de la solidarité, étions réticents car on trouvait que vraiment ça allait trop loin dans le sens du Maroc, ont été refusés par le Maroc. Et depuis, il s'est rien passé jusqu'aux dernières négociations de Manasset qui ont eu lieu l'année dernière, 4 rounds qui ont abouti à rien. Il y a eu une réunion il y a 2 mois en Autriche. Peut-être que ça va donner quelque chose. Mais comme le préalable, c'est de la part du Maroc, c'est de prendre en compte leur solution qui est le plan d'autonomie, qui est complètement illégal et qui sort de rien, et que la France a soutenu. Bon. Donc pendant 30 ans, de l'autre côté, les territoires occupés étaient zones militaires interdites à qui que ce soit. En 1999, le nouveau roi veut changer les choses et il fera la commission, par exemple, la commission Équité et Réconciliation, vantée dans les démocraties du Nord alors qu'elle n'avait rien à voir avec celle de l'Afrique du Sud, car pas de place pour la justice et maintien de l'impunité pour les bourreaux qui sont toujours en place. Et le travail, de toute façon, n'a pas été fait à fond au Sahara occidental pour les Sahraouis, donc discrimination là aussi. En tout cas, les premiers procès publics ont eu lieu à El Ayoun en 2002 avec des observateurs internationaux, puisque c'est la première fois qu'il y avait des procès publics. La peur n'était plus là. Les militants et surtout les femmes et les mères sont allés dans les prétoires et ont crié leur révolte. En 2005, alors évidemment, entre tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été recensées, hein, beaucoup d'arrestations, d'emprisonnements, etc. Bon. En 2005, début de l'intifada pacifique de l'indépendance avec les premières arrestations pour atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité territoriale, comme ils disent. Et puis, pourquoi pas atteinte au roi, puisque le roi égale l'intégrité territoriale, personnage sacré, cause sacrée, etc. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile. Mais très vite, les inculpations, surtout poussées... sont passés à outrage à agents. Ils ont changé. Et on a inculpé les militants pacifiques pour fait de délinquance, comme mon mari qui a été accusé de conduite en état d'ébriété, port d'armes blanches et tabassage d'une femme à terre et en plus enceinte. Vous voyez le genre de mari que j'ai épousé. Et il a eu 2 mois seulement pour ça. Vous voyez, c'est pas très cher payé. C'était en 2008. Les militants pacifiques donc cet été, nous étions 5 en août à faire une mission civile d'observation des droits de l'homme, la 6e que je conduis pour les Français depuis l'intifada, le début de l'intifada. Nous avons pu voir le saut qualitatif dans la résistance et en même temps donc de la répression, puisque de 5 militants à Darla que nous avions rencontrés dans la clandestinité en juillet 2005, Darla, ville au sud du Sahara occidental, complètement isolée, où il n'y a plus que 20% de Sahraouis face à 80% de colons et de militaires. Il faut savoir que le Sahara occidental est devenu une terre de colonisation à outrance depuis justement 2005, grâce à l'Agence des provinces du Sud, comme on dit là-bas, et que beaucoup d'argent est dépensé pour des infrastructures, et donc pour détruire tout le passé, y compris le passé colonial espagnol, et pour loger 300 000 civils marocains qui déversent là toute leur misère, tous leurs pauvres qui n'ont rien à bouffer au nord.
et qui participent donc à la colonisation parce qu'ils sont bien payés, y compris les militaires, et qu'ils ont le droit de venir avec leur famille, etc. etc. Bref, on connaît les colonies de peuplement, on a fait ça nous aussi. Donc, en juillet 2005, il se tairait à cause de la répression, surtout qu'il venait de se faire tabasser aux manifestations de mai 2005. Mais cette fois, donc en août dernier, cette fois, c'est plusieurs centaines de Sahraouis qui sont venus accueillir la militante étudiante Sultana Raya, de retour au pays, 23 ans, de retour au pays après 2 ans de soins en Espagne suite à son matraquage sur le campus de Marrakech, où elle a perdu un œil. Avant-hier, elle a eu le bras cassé. Dans des manifestations, depuis 15 jours, c'est tous les jours. Ici, alors non, c'est pour vous. Ici, je lance un appel pour nous aider à trouver de nouveaux observateurs judiciaires, avocats ou juristes, pour être présents à ces procès. Notre carnet d'adresses est très limité. Et ils ne peuvent pas toujours y aller, hein, on paye les voyages avec beaucoup de peine, mais bon, ce sont des bénévoles, ils ont autre chose à faire. Nous essayons qu'il y ait toujours un étranger, cela atténue la peine parfois, et cela nuit à l'image du Maroc, qui est sur la voie de la démocratisation, et cela soutient les 8 avocats sahraouis qui défendent les militants. Deuxièmement, pour nous aider à faire le travail que vous présentez ici, qui est une découverte pour moi. C'est difficile d'être réfugié à Tindouf et tabassé en prison au Sahara occidental occupé et en même temps participer aux réunions de travail internationales. Les juristes espagnols ont fait un gros travail sur l'autodétermination, mais depuis l'intifada pacifique, il faudrait appliquer le droit international humanitaire. Le juge Garçon a accepté comme recevable la plainte contre les généraux et les bourreaux pour génocide il y a 2 ans. Il y a d'autres besoins, mais bon, on verra une autre fois. Je voudrais aussi réaffirmer que l'ONU est toujours restée dans sa logique. Toutes les résolutions n'ont jamais reculé et sont dans la continuité, malgré les manœuvres des Marocains et de leurs alliés. Bon, ben voilà, j'arrête là.